est impossible d'être mathématicien sans avoir l'âme d'un poète. Mettons ici en évidence les relations entre art et mathématiques. Qu'y a-t-il de plus poétique en mathématiques que le nombre d'or ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nombre mystérieux qui fascine depuis longtemps déjà mathématiciens et artistes. Le nombre d'or se note phi et vaut 1,618, 033, 988, 749, 894, etc. Avec un nombre infini de chiffres non périodiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune séquence répétitive de chiffres derrière la virgule. C'est ce que les mathématiciens appellent un nombre irrationnel. Si je transforme l'écriture décimale en fraction, le nombre d'or s'écrit sous la forme suivante. 1 plus racine de 5 sur 2. Le nombre d'or renferme plusieurs caractéristiques intéressantes. En effet, lorsqu'on le multiplie par lui-même, cela revient strictement à la même chose que de lui ajouter 1. Pour faire le calcul, contentons-nous des 3 premiers chiffres après la virgule, soit 1,618. Donc, 1,618 fois 1,618, ça nous fait 2,618. Et après calcul, toutes les décimales seront strictement identiques. Le seul chiffre qui aura changé, c'est l'unité qui aura augmenté de 1. Multiplier le nombre d'or par lui-même revient donc bien à lui ajouter 1. On peut donc écrire cette propriété sous la forme suivante. Phi carré est égal à phi plus 1. Le nombre d'or est irrationnel. Il permet pourtant de décrire facilement une célèbre série de suites en mathématiques, la suite de Fibonacci, du nom de son auteur Leonardo Fibonacci. Cette suite a ceci de particulier qu'à l'exception des 2 premiers, chaque terme est la somme des 2 termes précédents. Ainsi, dans le début de la suite de Fibonacci, on peut observer que 1 plus 1 fait bien 2, que 1 plus 2 fait bien 3, que 2 plus 3 fait bien 5, que 3 plus 5 fait bien 8, etc. J'en profite pour vous préciser que c'est aussi ce Leonardo Fibonacci qui a popularisé en Occident la numérotation indo-arabe, qui était beaucoup plus pratique pour faire des calculs que la numérotation romaine jusque-là utilisée. Merci Léo. Revenons-en au lien qu'il y a entre le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Eh bien, figurez-vous que si l'on fait le rapport de 2 nombres consécutifs de la suite de Fibonacci, on trouve un nombre qui est très proche du nombre d'or. Par exemple, 21 divisé en 13 donne 1,615. On n'est pas loin du 1,618 du nombre d'or. 34 divisé par 21 donne 1,619. C'est encore plus proche du nombre d'or. Donc, plus on va aller loin dans la suite de Fibonacci pour faire ce rapport, plus l'approximation du nombre d'or sera précis. Dans l'histoire des maths, ce nombre d'or a aussi été qualifié de divine proportion, de joyau de la géométrie, et le peintre Léonard de Vinci l'a lui-même qualifié de section dorée. Ce dernier l'a d'ailleurs utilisé pour réaliser ses œuvres, dont le tableau La Scène, représentant le dernier repas du Christ avec ses disciples. Tous les éléments de ce tableau sont placés en fonction de proportions qui correspondent d'un point de vue géométrique au nombre d'or. Ces proportions peuvent être illustrées à travers un rectangle dont la longueur est phi fois plus grande que la largeur. Donc, si la largeur de ce rectangle vaut 1, par exemple, eh bien la longueur vaudra phi, soit 1,618, etc.
tout rectangle qui respecte ces caractéristiques sera qualifié de rectangle d'or, comme ceux que l'on peut utiliser pour analyser le tableau de De Vinci. Le rectangle d'or est caractérisé par une autre propriété géométrique intéressante. En effet, si on dessine un carré sur l'une de ses longueurs, on obtient un rectangle plus grand qui sera lui aussi un rectangle d'or. On peut recommencer ce processus en dessinant un carré sur des côtés du grand rectangle obtenu à l'étape précédente. Et je vous laisse deviner, on obtient un rectangle d'or encore plus grand. On peut également répéter le processus en dessinant des carrés non plus à l'extérieur des rectangles précédents, mais plutôt à l'intérieur de ces derniers. On obtiendra donc des rectangles d'or plus petits que le rectangle précédent. Et ce n'est pas tout. Il y a encore une autre curiosité mathématique avec les carrés ainsi dessinés. En effet, si on dessine un quart de cercle dans chacun des carrés, on obtiendra une spirale qui peut se prolonger à l'infini autant vers les carrés les plus grands que vers les carrés les plus petits. On vient donc d'obtenir une spirale d'or. Ces proportions sont largement utilisées dans le domaine de l'art, de l'architecture, de la publicité et de la réalisation, de design et de graphique d'une manière plus générale. La nature n'est pas en reste puisque là aussi on trouve des exemples qui illustrent la présence du nombre d'or à travers la flore et la faune. Remontons plus loin encore dans le temps, bien avant l'époque de la Renaissance et ses fameux artistes, pour aller en Égypte. Permettez-moi d'ouvrir ici une petite parenthèse historique. Dans la mythologie égyptienne, Horus, le dieu à la tête de faucon, dut se battre contre son oncle Seth, le dieu à la tête de Canidé, pour récupérer le trône d'Égypte. Horus sortit vainqueur de cette guerre, mais non indemne. Et pour cause, durant leur bataille, Seth avait arraché l'œil d'Horus et l'avait découpé en 6 morceaux avant de les jeter dans le Nil. La légende raconte que le dieu Thoth récupéra tous les morceaux de l'œil sauf un. Il a donc dû reconstruire le dernier morceau avec ses pouvoirs magiques avant de redonner cet œil à Horus. C'est ainsi que l'œil Udjat, l'œil d'Horus, reconstruit de manière complète, est devenu à la fois le symbole de la victoire du bien sur le mal, de la connaissance et de la protection. Gardez bien cela en tête pour la suite. Je referme ici ma petite parenthèse. Il a été attribué à chaque morceau de l'œil d'Horus une fraction unitaire dont le dénominateur est une puissance de 2. Cela veut dire que le numérateur, c'est-à-dire le chiffre au-dessus de la barre de fraction, est toujours 1. Et le dénominateur, donc le chiffre en dessous de la barre de fraction, est toujours égal à 2 exposant un autre chiffre. Ainsi, le premier morceau de l'œil d'Horus représente une fraction de 1/2. Le numérateur est 1, le dénominateur vaut 2 exposant 1. La pupille représente une fraction de 1/4. Le numérateur est 1, le dénominateur vaut 2 exposant 2. Le sourcil représente une fraction de 1/8. Le numérateur est 1, le dénominateur vaut 2 exposant 3. Et ainsi de suite pour le reste des éléments de l'œil d'Horus. Puisqu'il y a 6 morceaux, on ira jusqu'à la fraction 1/64. Puisque 64, le dénominateur de cette fraction, correspond bien à 2 exposant 6. Ces fractions avaient aussi un côté pratique, puisqu'ils étaient utiles pour les scribes et les marchands. En effet, ces fractions étaient l'indicateur de l'hécate, qui était une unité pour mesurer les volumes des liquides et des solides.
Remarquez que l'addition des 6 fractions de l'œil d'Horus, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus 1/32 plus 1/64, ne fait que 63 sur 64. Si l'œil était complet, le résultat de cette somme aurait été égal à 64 sur 64, de sorte que ça fasse bien 1. Il manque donc toujours un morceau à l'œil de ce pauvre Horus. Eh bien, la légende raconte que le 1/64 qui manque, c'est l'articulation magique que le dieu Thoth a dû mettre en place pour que l'œil d'Horus puisse fonctionner correctement. Un autre principe mathématique qui s'apparente à de l'art est celui des fractales. Le mot fractal vient du latin fractus, qui signifie briser. Et pour cause, les fractales sont des objets mathématiques infiniment brisés, morcelés, et dont on peut voir des détails, quelle que soit l'échelle à laquelle on les regarde. Cela veut dire que si l'on fait un zoom sur un point donné de la fractale, des détails vont continuer d'apparaître à l'infini. Et si les détails qui apparaissent au fur et à mesure que l'on zoome sur un point de la fractale sont des reproductions miniatures de la figure tout entière elle-même, on qualifiera cette fractale d'autosimilaire. En Éthiopie, par exemple, les fractales sont beaucoup utilisées dans l'art décoratif pour créer le design des croix et des objets que l'on retrouve dans les églises. Dans ce domaine, la nature nous offre également de nombreux exemples de fractales autosimilaires. C'est le cas des fougères, par exemple. Quand on zoome sur une partie de la feuille, on se rend compte que c'est une reproduction plus petite de la feuille entière elle-même. On peut faire la même analyse en observant les ramifications des arbres, la disposition des inflorescences chez les plantes à fleurs, sur les nervures des feuilles. Idem pour les nuages, les montagnes, les vagues ou encore les éclairs. Même dans notre corps, on retrouve des structures fractales, telles que l'arborescence des branches des poumons, ou encore les invaginations de l'intestin grêle. Et même le signal du rythme cardiaque de toute personne en bonne santé est un schéma fractal. Je vous propose de suivre les instructions suivantes afin de réussir à construire ce que l'on appelle une courbe de Van Kock. Pour ce faire, il faut du papier, un crayon, une gomme, une règle et éventuellement un compas pour faciliter les différentes constructions. Premièrement, tracez un segment de droite. Ensuite, divisez ce segment de droite en 3. Cela donne donc 3 morceaux de dimension 1/3 par rapport au segment de droite de départ. Effacez le tiers central. À la place du tiers central, dessinez 2 segments de droite de dimension 1/3 de manière à former un sommet. Il y a maintenant 4 segments de droite sur la feuille. Il faut maintenant répéter les étapes 2, 3 et 4 pour chacun des 4 segments de droite. Il faut donc diviser chaque segment en 3 avant d'effacer le tiers central et ensuite dessiner dans chaque espace central 2 segments de droite de dimension 1/3 par rapport au segment de droite de départ. Amusez-vous à dessiner jusqu'au plus petit détail possible de la fraction autosimilaire que vous venez de créer. Pour ma part, c'est fini, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.